Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 7 Info de ce dimanche 14 novembre 2021. Tout de suite, actu du dimanche. Eh bien, l'actualité de ce dimanche, vous la connaissez, elle est très sécuritaire. 3 attaques terroristes perpétrées à différents endroits du pays. Eh bien, d'abord, ce communiqué de l'état-major général des armées ce dimanche 14 novembre 2021, vers 5h30, le détachement de gendarmerie de Inata dans la province du Soum, région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste. Des opérations sont en cours. Les populations de la zone sont invitées à la vigilance et à coopérer pleinement avec les forces. Un bilan sera communiqué ultérieurement. C'est un communiqué qui est tombé un peu plus tôt dans la journée. Eh bien, le bilan, il est connu, il est provisoire. Il a été donné il y a un instant sur les ondes de la radio nationale par le ministre de la Sécurité, Maxime Koné. Il fait état de 20 soldats tués. Eh bien, un autre détachement aurait, je dis bien aurait été attaqué à Kelbo, toujours dans le Soum, puis un autre aurait été attaqué à Mangodora dans les Cascades. Ces 2 dernières attaques n'ont pour le moment pas été confirmées officiellement par l'état-major général des armées. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau 2 invités. D'abord, M. Tahirou Barry, président du MCR, le Mouvement pour le Changement et la Renaissance, mais aussi membre du chef des filles de l'opposition politique, M. Tahirou Barry. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Merci d'être venu. Et puis, à ma gauche, Yirimale Somé, le directeur général de la télévision 3 TV. M. Yirimale, bonsoir. Bonsoir Hervé. Merci d'être venu. Vos 2 premières impressions déjà sur ces attaques meurtrières qui se sont produites aujourd'hui. M. Tahirou Barry. En ces instants très graves, je pense qu'aucun mot n'est assez fort pour exprimer la douleur que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Nos cœurs saignent et ce que nous pouvons dire avec toute l'émotion, c'est de nous incliner devant la mémoire des victimes, de souhaiter prompt rétablissement aux blessés et surtout d'encourager les familles, de leur présenter toutes nos condoléances les plus attristées. Monsieur Yirimale Somé. Alors, je voudrais que mes premiers mots soient à l'endroit des familles de ces victimes, de ces soldats victimes qui sont tombés, que le Tout-Puissant puisse apaiser leurs cœurs. Le second mot, je voudrais que ce soit adressé à nos FDS qui toujours continuent de combattre afin qu'ils ne soient pas contaminés par le découragement, mais qu'ils aient la rage de vaincre et de libérer le Burkina Faso. Et je pense qu'on a les hommes et on va y arriver. Alors, ces attaques et ce bilan, quel signal, quelle information est-ce qu'il donne sur la situation sécuritaire? Alors, je pense que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Et en face, on est tombé plus ou moins aujourd'hui dans une sorte de banalisation, excusez-moi, de la vie humaine. Et un peu au début, on l'avait plus ou moins dit et attiré l'attention un peu du politique sur cet état de fait. Aujourd'hui, mais il y a eu des morts. Mais vous verrez que dans la ville, bon, tout le monde n'a pas l'information, ou bien ceux qui ont l'information, ah oui, encore, ils sont morts, bon. Et puis on continue sa vie. Donc on est tombé dans une sorte de banalisation de la vie humaine. Et ça, c'est dangereux. Et quand ça devient comme ça, tant qu'on n'est pas personnellement touché, on n'a pas un proche qui est dedans, on va regarder, ça n'arrive qu'aux autres. C'est une erreur. Mais on devait faire en sorte que cela ne puisse pas arriver, parce que nous avons des gens professionnels, des gens rompus au maniement des armes, qui sont nos soldats. On devrait pouvoir leur donner l'armement qui sied pour pouvoir faire face à ces attaques terroristes. Je reste convaincu que ces terroristes-là, ce ne sont pas des gens qui ont la même formation que nos soldats. En fait, quand je regarde, je me demande mais où se trouve le problème. Pour vous, vous venez de le dire, pour vous, c'est au niveau de l'armement des soldats? Vous estimez qu'ils ne sont pas suffisamment armés pour faire face à la menace? Oui, quand on échange avec la troupe, ce n'est pas le même langage quand on échange avec la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire va vous dire
Ils ont suffisamment d'armes. Les soldats vont vous dire, les armes ne font pas le poids devant la puissance de feu des terroristes. Ils vont vous dire, et ça c'est la troupe toujours, ils vont vous dire, deux fois ils entendent des bruits, des mouvements d'avions. Ils demandent, est-ce que Ouagadougou a envoyé un avion survoler les positions? Non. Quelle attitude à tenir? Ne faites rien d'abord. Ils sont étonnés. Et il y a un soldat qui a dit, lui, il ne peut pas comprendre. Parce que quand ils ont vu ça, ils sont allés sur les lieux et ils ont vu des cartons déballés. Est-ce l'avion qui a jeté des cartons, des paquetages? Si oui, qu'est-ce qui contenait ces cartons? On ne sait pas. Et donc, on est dans cette situation où on ne peut pas, et moi j'ai bien apprécié à l'époque, quand l'ancien chef d'état-major avait dit que tout avion qui va survoler le territoire burkinabé sans son accord, il va le faire abattre. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. Ou bien ça ne tenait que le temps de son mandat. Je ne sais pas. Mais je trouvais que ça ne peut pas, parce que les soldats avaient remarqué qu'après 1 heure ou maximum 2 heures, qu'un avion ait survolé leur position, ils sont attaqués. Et donc c'est ce qui avait conduit l'état-major, le chef d'état-major général des armées à l'époque, à prendre cette décision pour interdire sans son accord. Mais aujourd'hui, la guerre qui se mène, quand vous y serez la troupe, ils disent, mais même si vous amenez un soldat américain, vous amenez un soldat français, dans les mêmes conditions que les soldats burkinabés là, il ne va pas réussir. Il va se faire cueillir. Pourquoi? Parce que le territoire n'est pas maillé. Et au même moment, vous avez les terroristes là, qui ont maillé le territoire, qui ont les informations, qui ont des drones qui survolent et qui savent, quand vous venez, ils vous voient venir. Et donc, on n'a pas dit que les terroristes sont quand même des drones. C'est aller trop loin. Non, c'est ce que c'est ce qu'on vous entendez du c'est ce qu'on entend dire. Mais qui reste à vérifier. Qui reste à vérifier tout de même. Soyons prudents. Voilà, qui reste à vérifier tout de même. Je suis d'accord. Mais en attendant, pourquoi nous, on ne va pas mailler le territoire? Donc, ce que vous dites quand on vous écoute, c'est qu'il y a une forme de déconnexion totale entre les soldats sur le terrain et la hiérarchie militaire. C'est ce que vous êtes en train de dire. Pas de déconnexion totale, mais il y a comme une sorte d'incompréhension. Parce qu'ils disent qu'il y a dans l'armée, il y a des réflexes qu'il faut avoir quand il se produit quelque chose. Mais quand ils essaient d'avoir ces réflexes-là, on leur dit toujours de patienter. Parce qu'ils sont beaucoup plus dans une dynamique de riposte. De réaction. Voilà, de réaction que d'action. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas à l'offensive d'abord. C'est-à-dire qu'ils attendent d'être attaqués et puis de réagir. Ça, ils disent non, ils ne peuvent pas comprendre ça. Et donc, mais ce sont les ordres qui viennent de là-haut. Ce sont les ordres qui viennent de là-haut. Mais ça encore, il faut peut-être vérifier. Ça, c'est la base qui nous le dit. Alors, et un qui vous dit, bon, quand vous regardez, le maillage du territoire, s'il est fait, il permet quand même, parce que c'est comme une sorte de vidéo géant où on voit tout le monde entrer et sortir. Donc, eux, ça les met à l'aise et puis ça va éviter les embuscades et tout. Il prend un exemple. Il dit, bah, si vous regardez le Tchad, mais quand vous regardez le Tchad, les pays frontaliers du Tchad, c'est la Somalie, c'est la Libye, c'est le Kenya, c'est le Cameroun, c'est le Nigeria, c'est le Niger. C'est des pays tous instables. Mais combien de fois on entend parler d'attaques terroristes au Tchad? Très rarement. Quelquefois quand même. Quelquefois. Mais la fréquence par rapport aux pays frontaliers qui les dérangent, c'est très peu. Ça devait être plus. Non? Mais pourquoi? Il dit, l'explication c'est que l'armée tchadienne a maillé son territoire. Et donc, ça les met à l'aise. Vous pouvez rentrer, certes, vous pouvez commettre des attaques, mais vous n'allez pas ressortir. Parce que si vous ressortez, vous pouvez encore revenir, commettre encore d'autres attaques. Mais vous, on vous annule. Donc, ça fait des ordres en moins au niveau de l'ennemi. Et donc, c'est ce que nous, on devait pouvoir arriver à faire. Maintenant, allez-y demander pourquoi on n'a pas encore maillé le territoire. Tahirou Barry, on a touché le fond? Actuellement, le pays est profondément englué dans la crise sécuritaire et toutes les interrogations qui se posent, c'est naturellement de questionner la gouvernance sécuritaire. Qu'est-ce qui est fait de façon conséquente, de façon forte, de façon énergique
pour faire face à la réalité sécuritaire sur le terrain. Voilà les vraies questions. Et je vous dis que ce ne sont pas les solutions qui ont manqué, ce ne sont pas les propositions qui ont manqué. Il y a eu le forum sur la sécurité dans ce pays en 2017. Il y a eu la session spéciale de l'Assemblée nationale sur la question sécuritaire avec ses 14 recommandations. Et parmi ces recommandations, nous avons particulièrement le programme de soutien d'urgence aux armées en termes d'effectifs. Il a parlé tout à l'heure du maillage du territoire. En termes de renforcement des moyens et équipements, en termes de motivation, parce que Georges Marshall l'a dit, la force militaire et sécuritaire peut permettre de gagner une bataille, mais seule la force morale peut permettre de gagner la guerre. Aujourd'hui, les troupes sur le terrain sont démotivées. C'est pourquoi, récemment, dans une interpellation Vous dites publique que au les chef de troupes l'État, sur le terrain sont démotivées. fortement démotivées. Est-ce que vous avez des preuves, des témoignages, des exemples venus du front qui corroborent ce que vous dites? Parce que ce que vous dites est quand même assez sérieux. Dire que les militaires sur le front sont démotivés, c'est une information assez sérieuse. Vous avez de quoi corroborer cette information? Mais c'est une information assez sérieuse et qui interpelle pratiquement tous ceux qui ont la responsabilité de restaurer cette motivation. J'ai été... Comment vous l'avez su? Comment vous avez eu cette information? Récemment, j'ai fait une interpellation publique au chef de l'État pour lui demander d'aller sur le terrain, de toucher du doigt la réalité à travers des échanges avec les différents acteurs sur le terrain. J'ai été et j'ai eu un certain nombre d'informations qui me paraissent confidentielles. Vous êtes allé sur le terrain? Oui, mais où sur quel front? Non, je pense que ce sont des informations qui sont personnelles, qui sont confidentielles, mais qui nous permettent d'apprécier la gravité de la situation sur le terrain. Non, vous dites que la situation est grave et que vous êtes allé sur le terrain. On peut savoir peut-être où est-ce que vous vous êtes rendu. Bon, ce n'est pas secret, parce que vous donnez des informations importantes. Quand vous parlez de démotivation des troupes sur le terrain, il faudrait qu'on sache comment vous avez eu cette information, où vous êtes parti. Non, je pense que où je suis parti, où je ne suis pas parti, cela ne me paraît pas important. Ce qui me paraît fondamental, ce sont les informations que nous avons obtenues par nos propres moyens d'investigation. Vous, en tant que journaliste, vous avez la responsabilité de garder la source de vos informations. Mais nous, vous n'êtes pas en tant qu'interface entre le peuple, entre les acteurs sur le terrain et le gouvernement, nous avons le devoir d'aller à la recherche des informations et de porter le problème afin que des solutions idoines soient trouvées. Je suis d'accord avec vous, Tahirou Barry. Qu'est-ce que ça coûte si vous dites je suis allé sur le front de l'Est, sur le front du Nord, j'ai discuté avec les hommes? Qu'est-ce que ça vous coûte de le dire? Parce que vous donnez des informations importantes, au risque de me répéter, il faudrait que nos téléspectateurs puissent croire à ces informations. Si vous révélez où vous êtes parti, ça ne met pas votre vie en danger. Non, je pense que les informations que moi j'ai obtenues avec les différents échanges sur le terrain, il est évident que les acteurs eux-mêmes souhaitent ne pas vulgariser ces informations. Je suis d'accord avec vous. Donc, pour rester fidèle à l'engagement que j'ai pris, je dis ce sont des informations qui nous paraissent utiles pour porter le problème à qui de droit. D'ailleurs, le problème de démotivation, si vous avez parcouru les confidences d'un soldat sur le terrain dans l'un des journaux écrits, mais quel journal? C'est le Courrier confidentiel, les confidences d'un soldat, mais qui mettent en évidence un véritable problème de prise en charge sur le terrain, un véritable problème d'accompagnement. Accompagnement et prise en charge sur quel plan? Non, sur le plan, par exemple, de la nourriture, sur le plan sanitaire, sur le plan même des équipements. Je crois que c'est quand même un article qui est public et ceux qui ont besoin d'éclairage peuvent le consulter. Mais de façon globale, ce que nous voulons dire, il y a des réponses qui doivent être apportées. Et ces réponses sont connues.
Il s'agit d'un accompagnement en termes d'équipement, en termes d'effectifs, en termes de motivation, en termes de renforcement des moyens de renseignement, en termes également de mise à disposition des moyens financiers pour essayer de prendre en charge la question des primes de façon optimale et naturellement de prendre en charge également les familles des soldats qui tombent. Donc c'est un ensemble, c'est pourquoi nous interpellons le pouvoir sur sa responsabilité en termes de politique sécuritaire. On va arriver à l'aspect politique. Moi, je suis parfois un peu effaré. À chaque fois qu'il y a une attaque et qu'on se retrouve sur les plateaux de télévision, on pose les mêmes questions. On fait les mêmes constats. Mais il n'y a pas d'évolution. C'est ça qui m'effare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le discours, il ne passe plus. Depuis beaucoup d'années, c'est les mêmes problèmes qu'on pose. On parle des problèmes d'armement, problèmes des primes, problèmes d'ordre à donner ou à recevoir, problèmes des renseignements. Chaque année, à chaque fois qu'il y a une attaque, on vient sur les plateaux de télévision avec les spécialistes et puis bon, on débat les mêmes choses. Mais rien ne change. C'est ça la difficulté, c'est ça qui est peut-être inquiétant à Yirmale. Mais est-ce que sur les plateaux, ce sont les spécialistes qui doivent venir? Peut-être que c'est la grande mère elle-même qu'il faut qu'elle vienne. Ah. Voilà. Vous parlez de la hiérarchie du ministre de la Sécurité, de la Défense. Voilà. Lui, le ministre actuel de la Sécurité, lui, ça va, il commence à aller sur les plateaux. Mais avant lui, écoutez, je ne sais pas sur quel plateau on le voyait, il ne partait pas. Mais s'il ne part pas, ce que vous dites, c'est que la voix de nos autorités politiques et militaires, on l'entend peu. C'est ce que vous dites. Peu. Et moi, j'ai toujours dit, il faut qu'au niveau même des forces armées, là, ils aient, par exemple, il y a des colonels qui sont très à l'aise dans la parole ou bien qui peuvent tenir un débat dans des émissions télé. Et donc, ces gars, quand ils viennent sur ces plateaux-là, ils savent jusqu'à quel niveau ils donnent l'information sans pour autant compromettre les stratégies. Mais quand un colonel vient, il parle, et par exemple, il y a ces bruits de trucs que l'on remonte, il va vous dire si ça tient ou ça ne tient pas. Il va vous dire pourquoi. Mais il n'y a pas ça. Et donc, le constat que vous faites pourquoi ils se taisent, par exemple? Pourquoi ils vont vous dire qu'ils sont la grande muette. Mais il faut que ça change. Même le communiqué. Mais c'était une longue bataille. Pour qu'ils acceptent même faire d'abord les communiqués pour dire ce qui se passe. Sinon, bon, ils sont toujours tirés dans le mutisme. Bon, ils ont toujours fonctionné comme ça. Mais ça, c'est normal. Lorsque vous êtes en situation normale, il n'y a pas de soucis. Ouais. Mais là, nous sommes en situation de guerre. Mais demandez-moi pourquoi même l'état-major, qu'est-ce qu'il fait à Ouagadougou? La guerre n'est pas à Ouagadougou. Moi, je connais les généraux. On a dit Isis Déby. Bon, lui, c'était tellement terminé, mais il était au front. On a Kaya, c'est la zone c'est la porte d'entrée du Sahel. Mais c'est la première région militaire. Demandez-vous si la première région militaire assume les 100 km à la ronde. Parce qu'entre Kaya et Dori, il y a des attaques. Mais pourquoi? Pourquoi un avion, quand il y a une attaque, par exemple, vous avez dit où c'était où l'attaque encore là? Inata. Mais il faut que l'avion quitte Ouagadougou. Mais s'il est basé à Dori, à Kaya, il va plus vite. Il fait moins de kilomètres. Quand on dit peut-être que ça a des normes techniques, des stratégies, tout. Oui, mais il faut qu'eux-mêmes viennent sur des plateaux pour nous le dire. Sinon, nous, en tant que profanes, on se pose la question, mais on dit, mais c'est plus facile de venir, voilà, entreposer là-bas l'avion qui se décolle et puis, bon, à 5 minutes, 10 minutes, bon, on a pu repérer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, je pense que ce qu'il faut faire, il faut que, au niveau politique, on se décide et on s'assume. C'est-à-dire, vous savez, je vais dire quelque chose peut-être qui va étonner ou bien qui va choquer. On a déjà touché le fond, allez-y. Vous avez un malaise ou un mal-être dans l'armée. Il y a que entre eux-mêmes générations, il y a un problème générationnel. Et il y a un qui faisait cette analyse-là. Mais quand vous regardez, quand il y a eu le putsch de septembre 2015. Mais qui sont ceux qui sont venus à bout des putschistes? Mais on les appelait les boys. Les jeunes soldats. C'est les jeunes soldats. Mais quand ils ont fait ça, ils ont défié la hiérarchie, qui à l'époque n'a pas bougé du doigt. On se rappelle encore le communiqué qui était pondu par l'état-major général des armées pour dire on appelle les forces
voilà, à ne pas Au prendre les femmes au calme. calme, voilà, tout. C'est comme si on voulait nous faire adouber, nous faire accepter cet état de fait. Non, ils ont quitté les régions, ils sont rentrés, ils ont tenu tête au fameux RSP. Mais ces jeunes-là, ils sont certes, certains sont à certaines positions, mais ceux qui étaient toujours aux affaires là, ils y sont. Quand le président est arrivé, mais c'est eux qui l'allaient féliciter pour le travail quand il était élu. Ils ont regardé comme ça, ils n'ont rien dit. Il allait féliciter qui? Il allait féliciter la hiérarchie militaire. L'état-major. Oui, l'état-major, qui à l'époque les n'avait pas, hauts gradés. oui, les hauts gradés, qui à l'époque n'avait pas bougé du doigt. Qui à l'époque n'avait pas bougé du doigt. Et donc, les jeunes sont là. Mais quand vous échangez avec les jeunes là, mais ils attendent seulement qu'on les mette à l'épreuve. Ils attendent ça seulement. Vous avez aussi les radios qui sont là, qui écrivent à travers les réseaux sociaux, mais qui nous contactent en tant que médias pour dire, nous, on vous demande seulement les armes pour aller au front. Là, je ne sais pas sur quoi on se base. On parle de réconciliation, mais en même temps, on n'a aucun comportement qui favorise même la réconciliation. Alors, qu'est-ce Parce qu'il faut qu'on faire? aurait dû quand même les tendre la perche. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, là où on en est? Quelle action vigoureuse, quand vous faites votre analyse, est-ce que le chef de l'État pourrait mener? Parce que c'est lui le chef suprême des armées. Oui, c'est lui le chef suprême des armées, je suis d'accord. Mais je pense qu'il doit donner des objectifs à atteindre à ces soldats, à ces militaires. Il doit pouvoir dire, ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, dans telle période, ainsi de suite. Quels sont les hommes dont vous avez besoin? On vous donne, c'est comme ça. S'il les laisse, c'est-à-dire, quand tu parles aux militaires, il faut qu'ils sachent que toi aussi, tu as des gens qui te conseillent en arrière et qui te disent ce qu'il faut faire. J'ai tantôt parlé du maillage du territoire. J'ai tantôt parlé de sécuriser la première région à 100 km ou 150 km. C'est des objectifs qu'il peut donner à atteindre. Je ne veux pas entendre parler d'une attaque dans un rayon de 100 km autour de votre base. On dit ça au chef de corps. Je sais pas comment. Vous avez tout à l'heure mis en cause peut-être une partie des hauts gradés de la hiérarchie militaire. Je vais aller jusqu'au bout de la provocation. Est-ce que vous pensez que certains hauts gradés ne jouent pas franc jeu aujourd'hui? Est-ce que c'est une possibilité? Il y a des bruits. Il y a des bruits. Il y a des bruits Qui disent que... que... Il y a des bruits. Mais ce n'est pas encore perceptible. Voilà. Mais bon, on est là, on regarde. C'est grave quand même. Si y a des c'est bruits, vrai, c'est grave. S'il y a des bruits, il y a des bruits. Voilà. Donc, je ne peux pas dire plus. Parce que je ne sais pas plus aussi. Donc, mais je pense qu'il y a des bruits. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que même s'il y a des bruits, si on donne des objectifs à atteindre à quelqu'un, on l'évalue après. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a perdu le contrôle de la situation? Pas totalement. Pas totalement. Je pense qu'il n'a pas perdu totalement. Il lui appartient de décider rapidement. Ou peut-être parce que c'est nous qui sommes un peu trop pressés. Je ne sais pas. Mais il n'a pas encore perdu la situation. Mais il faut que ça bouge plus vite. Il faut qu'il y ait une Sinon, réaction. à un moment donné, je crains qu'au moment de lancer l'assaut, le sursaut d'orgueil, de fierté, que ce ne soit trop tard. Dernière question pour vous. Ce matin, sur une radio, Rassablga, qu'on connaît, le responsable de l'Institut FI Afrique, parlant de la corruption qui est en train de gangréner tous les maillons de la société de burkinabé, a dit que cela peut amener à arriver, peut-être en mettant dans le contexte sécuritaire qu'on est, à la situation malienne, au scénario malien. Est-ce que vous y croyez? C'est possible? Bon, à cette étape-là, il faut être prudent. Je ne veux pas y penser, mais il faut être prudent. Voilà, si rien n'est fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que ça arrive demain. D'accord. Voilà. On va venir maintenant à l'aspect politique de cette crise sécuritaire. Vous le savez, le CEFOP, en début de semaine, a donné un délai, un ultimatum au gouvernement en disant que si dans un délai d'1 mois, la situation sécuritaire ne changeait pas, le CEFOP, le chef des files de l'opposition politique, allait demander ni plus ni moins la démission du président du Faso. On regarde et puis on revient. Prévarication, gouvernance par tâtonnement, corruption et gabégie, les griefs du chef de file de l'opposition politique contre le gouvernement sont nombreux.
À tout cela s'ajoute la crise sécuritaire que les autorités ont du mal à contenir. Depuis plusieurs mois, les déplacés internes ont passé la barre du million, la famine menace le pays et une grande partie du territoire national échappe au contrôle de l'État. Une situation intenable pour le CEFOP qui lance un ultimatum au gouvernement burkinabé. Si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Pour le CEFOP, cet ultimatum n'est pas une tentative de déstabilisation du pouvoir en place, mais plutôt une volonté de ramener la paix au pays. Nous ne sommes pas des putschistes. Nous, ce que nous voulons, c'est la paix dans le pays, le Burkina Faso, pour que chacun puisse exercer ses activités. Maintenant, nous constatons que le pouvoir en place n'assume pas sa responsabilité et n'arrive pas à assurer la sécurité des Burkinabés. Le CEFOP ne sera jamais complice du gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, ni de Roch Marc Christian Kaboré. Notez-le une fois pour de bon. Ni aujourd'hui, ni demain. Notre combat se fera démocratiquement. L'opposition demande également qu'un comité d'experts soit mis en place pour évaluer la qualité du matériel mis à la disposition des forces de défense et de sécurité. Nous savons que le matériel qui avait été acheté n'était pas du matériel de guerre. Vous le savez, c'était pour des entraînements, peut-être même du matériel civil qui a été réajusté. C'est pourquoi il n'y a pas de soutien aérien comme on le veut. C'est pourquoi nous avons recommandé que des experts aguerris puissent évaluer avec les autorités militaires et proposer une feuille de route. À la CEDEAO, le CEFOP exige la réouverture des frontières pour qu'enfin les populations de cette zone économique puissent circuler librement. La CEDEAO doit cesser d'être une CEDEAO des chefs d'État pour devenir une CEDEAO des peuples, martèle Edi Kombo-Igbo et ses camarades. Voilà, c'était en début de semaine. Tahirou Barry, vous êtes président du MCR, mais membre du CEFOP. Vous demandez au chef de l'État d'agir dans un délai d'1 mois, sinon vous allez exiger la démission du président du Faso. Ok, avant de répondre à cette question, je pense qu'il faut dire une précision à ce que le frère Soli vient de dire. Il ne suffit pas de demander aux forces de défense et de sécurité des objectifs. Il faut que ces objectifs soient accompagnés par les moyens qui s'imposent. Vous avez vu les 725 milliards en termes de loi de programmation budgétaire. En principe, c'est l'année prochaine que cette loi prend fin, mais nous ne sommes même pas à la moitié du point de vue de l'exécution. Donc, tant qu'il n'y a pas un accompagnement budgétaire pour permettre aux forces de défense et de sécurité de se doter de moyens, les objectifs ne seront jamais atteints. Justement, sur cet aspect, selon vous, pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore à la moitié de l'exécution de ce budget? Tout ça nous paraît être des problèmes qu'il faut clarifier parce que il y a certainement la mise à disposition effective de ces moyens, mais il y a aussi peut-être des problèmes de procédure. Il y a lieu que ces éléments soient clarifiés pour que les dotations budgétaires qui sont consenties par l'Assemblée nationale soient effectivement mises à la disposition des forces de défense et de sécurité pour acquérir les moyens. Ça tombe bien, je vais vous prendre au mot, Tahirou Barry, parce que c'est là aussi la parole des hommes politiques. Il faut qu'elle porte et il faut en même temps qu'elle soit crédible. Vous avez été député lors du premier mandat de Roch Marc Christian Kaboré. Vous savez que l'un des ministres de la Défense, Chérif Sy, a été incapable, pendant une année, de consommer la totalité de son budget sur l'exercice budgétaire d'une année. Et en ce moment, vous étiez député. Est-ce que vous lui avez demandé des comptes? Oui, nous étions députés minoritaires. Mais vous Ça étiez me paraît député. important. Et pour ceux qui ont suivi les positions de l'opposition, chaque fois que le Premier ministre ou les différents ministres étaient présents à l'Assemblée, c'était des interpellations fortes.
Est-ce Nous que avons vous, toujours personnellement, attiré vous avez l'attention. pris personnellement devant cet état de fait que vous êtes en train de dénoncer maintenant que vous n'êtes plus député, au moment où vous étiez député, vous aviez le pouvoir? Parce qu'un député, ce n'est pas rien quand même dans ce pays. Est-ce que vous aviez pris des initiatives pour interpeller, pour demander des comptes? C'est ça aussi le rôle de l'Assemblée nationale. C'est le contrôle de l'action gouvernementale. Est-ce que vous avez pris des initiatives pour demander des comptes à M. Chérif Sy? Non, ici, ce n'est pas une action solitaire. Il s'agit des actions des groupes parlementaires par rapport aux différents passages de nos responsables à l'hémicycle. Et chaque fois que nos responsables passent à l'hémicycle pour essayer de poser défendre une politique ou de défendre un point, nous avons de façon concertée attirer l'attention sur un certain nombre de préoccupations. Mais ce n'est pas des actions solitaires. Non, l'action d'un parlementaire, elle ne se fait pas seulement au sein d'un groupe parlementaire. Il y a beaucoup de voies et moyens qu'un député peut mettre en action de manière personnelle pour demander des comptes. Ok, moi je ne vais pas vous dire ici à titre individuel ce que... Donc vous n'avez rien demandé à titre individuel? À titre individuel, je n'ai rien demandé. Est-ce que votre groupe parlementaire a demandé des comptes à Chérif Sy? Oui. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Mais je pense que vous avez constaté que en la matière, il n'y a pas eu de prise en compte des interpellations. Il y a eu des interpellations qui ont été faites et d'ailleurs de façon récurrente. Vous n'avez pas eu de réponse? Vous n'avez pas pris la presse à témoin? Vous n'avez pas fait de conférence de presse en ce moment? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va aller jusqu'au bout de la réflexion, vous avez été peut-être un complice passif de cette situation que vous dénoncez maintenant. C'est ça qui fait que la parole politique, parfois, ne porte pas. Vous savez, M. Hervé, il ne faut pas oublier le contexte démocratique dans lequel nous sommes. N'oubliez pas également la réalité du fait majoritaire à l'Assemblée nationale. Combien de fois à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires de l'opposition se sont retirés pour dénoncer une politique du gouvernement? Mais ça veut dire que face au fait majoritaire, les différents groupes parlementaires de l'opposition ont été à un moment donné désarmés. Combien de fois des questions orales ont été proposées qui n'ont pas été enrôlées? Combien de fois des ministres ont été interpellés qui ne sont même pas venus répondre? Combien de fois les groupes parlementaires ont organisé des conférences de presse pour attirer l'attention de l'opinion sur un certain nombre de dysfonctionnements? Non, mais je ne peux pas venir ici, à titre individuel, solitaire, pour vous dire ce que nous avons fait à titre personnel. Non, ce n'est pas ça qui peut apporter un enrichissement dans le débat national. Alors, vous demandez au chef de l'État d'agir dans un délai d'1 mois. Est-ce que vous pensez que, honnêtement, en 1 mois, la situation sécuritaire peut connaître un changement majeur? Pour mieux comprendre cette interpellation de l'opposition, il faut se situer d'abord avant l'organisation des différentes manifestations de l'opposition. Ce n'est pas la première fois que l'opposition a organisé des manifestations pour demander au chef de l'État de prendre des mesures fortes face à la dégradation de la situation sécuritaire. Il y a eu une manifestation en 2019, il y a eu une manifestation en juillet 2021, il y a même eu une déclaration récemment de l'opposition en octobre 2021 pour réitérer l'appel de l'opposition sur la nécessité pour le chef de l'État de prendre des mesures fortes et conséquentes qui s'imposent pour faire face au mal sécuritaire. Il n'y a pas eu de réponse. Le chef de l'État, lorsque les manifestations ont été annoncées pour début juillet 2021, il a fait un discours. Et dans le discours, nous retenons 3 éléments. Il a dit clairement dans ce discours qu'il prendra des mesures idoines qu'exige la circonstance pour rétablir la confiance entre le peuple et les forces de défense et de sécurité. Vous estimez que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Il y a rupture de confiance. Parce que déjà, en termes d'accompagnement pour le renseignement, il y a des malaises. Si vous prêtez l'oreille, vous allez les entendre. Il y a l'autre mesure qu'il a prise, c'est de renforcer la rapidité de réaction des moyens aériens et terrestres militaires face à la situation sécuritaire. Cela n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, quand on analyse les différentes embuscades qui sont tendues, c'est le même constat.
manque d'anticipation, manque de réactivité opérationnelle. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser à ce niveau. Enfin, le chef de l'État a pris l'engagement de relire la doctrine d'emploi des forces des volontaires. Alors, vous estimez que sur tous ces discours, le chef d'État n'a pas tenu promesse. Il n'y a pas eu d'évolution. C'est pourquoi maintenant... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vous dis, est-ce que concrètement, vous pensez qu'en un mois, la situation sécuritaire peut changer? En un mois, on peut remettre le Burkina Faso sur les rails. Vous le croyez vraiment? On peut remettre le Burkina Faso sur les rails. Et dès lors que le Burkina Faso sera sur les rails dans la lutte contre le mal sécuritaire, on verra déjà la destination. Alors, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise, nous n'avons pas le contrôle de la situation sécuritaire. Les attaques terroristes se sont multipliées. Elles sont pratiquement quotidiennes. C'est des morts chaque jour. Il n'y a pas force de riposte de nos forces de défense et de sécurité. Mais c'est ce que j'ai dit. On constate un problème d'anticipation et de réactivité opérationnelle. C'est un constat. On n'a pas besoin d'une loupe pour voir. On n'a pas besoin d'un appareil auditif pour entendre. Ce sont des cas que nous voyons chaque jour sur le terrain. Et il y a des réponses à apporter. Ces réponses sont militaires et sécuritaires et doivent être accompagnées par la mise à disposition de moyens. Que répondez-vous à ceux qui estiment que la situation dans laquelle se trouve le Burkina Faso aujourd'hui exige, sinon demande, une forme de solidarité, que tout le monde soit soudé derrière le chef de l'État? Est-ce que vous ne jouez pas le jeu de l'ennemi en demandant la démission du chef de l'État dans un délai d'un mois, le jeu de l'ennemi qui est de diviser la population burkinabé? Est-ce que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là? Que répondez-vous à ceux qui vous accusent sur ce fait? Le devoir de solidarité n'est pas synonyme de passivité ni d'aveuglement dans la conduite de la politique sécuritaire dans notre pays. Nous avons un chef de l'État qui est dans un système politique qu'on a appelé le régime présidentiel. Et en tant que responsable dans un régime présidentiel, en vertu de l'article 36 de la Constitution, il a le pouvoir de déterminer les grandes orientations de la politique nationale. Donc, déterminer les grandes orientations de la politique nationale engage sa responsabilité politique. Nous constatons que sur le terrain, la politique sécuritaire n'est pas adaptée à la réalité. Qui est responsable? Le premier responsable, c'est le chef de l'État. Il doit répondre. Donc, en demandant à ce qu'il prenne des mesures fortes, à ce qu'il prenne des mesures idoines pour restaurer la force militaire et sécuritaire sur le terrain, pour nous, ça apparaît comme une situation normale. Si dans un mois, rien ne change, si dans un mois, la situation sécuritaire n'évolue pas positivement, comme la déclaration l'a si bien indiqué, en concertation avec toutes les organisations crédibles et patriotiques, la conduite à tenir sera appréciée. Non? Vous avez dit la conduite à tenir, vous avez dit que vous allez demander la démission du chef de l'État, du président du Faso. La démission du chef de l'État, ça c'est le dispositif. La conduite à tenir, ce sont les actions qui vont être entreprises. Et si le chef de l'État refuse, si le chef d'État refuse de démissionner, qu'est-ce que vous faites? Non. Vous faites un coup de force? Ici, il s'agit... Vous paralysez le pays? C'est ce que je vous dis. Ce sont des concertations qui vont être engagées. Donc, avec les organisations de la société vous ne savez même pas ce que vous allez faire d'abord, pour le moment. Mais que voulez-vous que je vous dise? Je vous que pose nous la allons question. Paralyser le pays? Je vous pose la question parce que vous annoncez une décision assez grave quand même, demander la démission du président du Faso dans le contexte sécuritaire assez délétère dans lequel nous sommes. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé sur l'après-demande de cette démission. Vous dites que vous ne savez pas pour le moment. C'est quand même curieux. Non, ne portez pas l'attention sur le dispositif qui est l'appel à la démission lorsqu'un certain nombre d'exigences ne seront pas respectées. La démission, c'est la sanction de la responsabilité politique du chef de l'État. Maintenant, ce sur lequel il faut s'appesantir, ce sont les responsabilités, les exigences à mettre en œuvre. Qu'est-ce que nous demandons au chef de l'État? Qu'est-ce que nous demandons à l'institution militaire et sécuritaire? C'est ça qui doit
préoccupés. Et il ne faut pas voir le dispositif. Je vous repose la même question, Tahirou Barry. Aujourd'hui, il y a des actions à entreprendre. Si ces actions ne sont pas entreprises, si sur le terrain, il n'y a pas une évolution de la maîtrise de la situation sécuritaire, l'opposition, en concertation avec les organisations de la société civile, va apprécier la situation et les différents moyens à engager pour obtenir la démission du chef de l'État, parce qu'il s'agit là d'une sanction de sa responsabilité politique. Vous allez le contraindre à démissionner s'il ne veut pas partir de lui-même? Il y a des actions qui vont être étudiées. Si le chef de l'État démissionne, on va faire un peu de politique fiction. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du CFOP? Bon, vous êtes en train de déporter le débat sur le dispositif de la déclaration politique. Moi, je m'attendais à ce que vous insistiez sur ce que nous souhaitons comme action du chef de l'État. Vous l'avez déjà dit, Tahirou Barry. Depuis le début, vous avez déjà dit ce que vous faites. Maintenant, parce que, pardonnez-moi d'insister, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les Burkinabés veulent être fixés sur un cap. Ils veulent voir clair. Vous dites que vous allez demander la démission du président du Faso. S'il refuse de partir, je vous ai demandé comment, vous ne savez pas d'abord pour le moment, vous dites que vous avez concerté. Dans le cas où il décide de partir, la suite c'est quoi? Vous ne savez pas non plus. Non, mais s'il décide de partir, il y a la Constitution qui est là, il y a la Constitution qui prévoit des mécanismes. C'est une réponse. Mais on n'a même pas besoin de cette réponse parce que nous sommes dans un pays de droit. Il y a des règles qui sont prévues dans la loi fondamentale. Donc si le président du Faso s'en va, le président de l'Assemblée nationale... Bon, l'article 43 de la Constitution est très clair là-dessus. Il y a des mécanismes pour essayer de gérer la question de la vacance. Et c'est la même majorité? Bon, de toutes les mêmes manières. C'est le serpent qui se mord la queue. De toutes les mêmes manières, lorsque cette situation arrivera, nous avons des textes, nous avons un dispositif pour essayer de traiter la question. Est-ce que le CFOP entend jouer un rôle si le chef de l'État démissionne dans la gouvernance? Est-ce que le CFOP, l'opposition, entend jouer un rôle? L'opposition, à elle seule, ne peut pas prendre la responsabilité de piloter la destinée de la nation face à ce drame terroriste. C'est pourquoi nous insistons. Ce sont des actions qui vont être concertées avec les organisations de la société civile. Ce sont des actions qui vont être étudiées, qui vont être mûries. Mais vous avez parlé tout à l'heure d'ultimatum. Nulle part dans la déclaration de l'opposition, nous n'avons parlé d'ultimatum. Nous avons simplement dit que nous interpellons le chef de l'État sur ses responsabilités historiques et constitutionnelles face au péril qui guette la nation. Et vous avez ajouté que vous lui donnez un délai d'1 mois. C'est une aspiration du peuple, c'est un objectif du peuple d'avoir une situation sécuritaire apaisée. Et nul ne peut parler d'objectif sans parler de résultats mesurables, contrôlables et inscrits dans le temps. Si le résultat n'est pas inscrit dans le temps, c'est vague, ce n'est pas précis et ça ne saura pas être apprécié. Et c'est ce qu'on appelle un ultimatum. Ne voyez pas, non, l'ultimatum, c'est une injonction assortie de menaces avec naturellement l'absence de possibilité de discuter. C'est ça l'ultimatum. Quelle est la différence entre ce que vous venez d'expliquer et ce que vous avez dit? Vous avez dit on donne 1 mois au chef de l'État. Si la situation sécuritaire ne change pas, on va demander sa démission. Quelle est la différence entre ça et ce que vous venez de dire? La différence, c'est qu'il y a un contenu dans ce que nous demandons au chef de l'État. Et par rapport à ce contenu, si vous avez suivi la déclaration, il y a un certain nombre d'actions à entreprendre, notamment la mise en place d'une commission d'experts pour expertiser la qualité de la flotte aérienne. Il y a un certain nombre d'actions à entreprendre et il ne faut pas occulter cela et s'en tenir à ce dispositif comme si c'était une injonction avec une menace de guerre. Nous sommes dans un État démocratique et comme on l'a dit, nous sommes des républicains. Ça y ressemble grandement. On va suivre maintenant la réponse que vous a donnée la majorité au pouvoir, le MPP, qui a réagi à votre... vous ne voulez pas parler d'ultimatum, au délai que vous avez donné au chef de l'État. On écoute Alassane Bala Sakandé, le président du MPP. Ce BPN a consacré 2 motions. Une motion de soutien au président du Faso, président de ce pays, et une deuxième motion de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. Le Burkina Faso a connu des difficultés. Le Burkina Faso a toujours eu des épreuves. Depuis 1974,
85, l'insurrection, les coups d'État manqués, mais le Burkina Faso est toujours debout. De nos jours, nous entendons par-ci, par-là, des gens qui prédisent l'apocalypse pour leur propre pays. Et j'ai honte. J'ai honte et j'ai mal à leur place. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Il y en a qui ont essayé. Il y a eu des FDS, des forces républicaines qui ont contré cela. Il y a eu des populations qui savent que la construction de ce pays, l'avenir de ce pays n'appartient à aucune personne. L'avenir nous appartient tous. Et donc s'il y a des gens qui, de par leur proposition, leur position, peuvent faire des propositions constructives pour que ce pays reste debout, nous sommes favorables, nous sommes disponibles. Mais dans ce pays, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Il faut apporter des critiques constructives. Alors, Tahirou Barry, vous venez d'entendre Alassane Bala Sakandé, le président du MPP, qui vous a répondu aussi en des termes très forts. Vous appelez comme ça l'apocalypse sur le Burkina? Bon, je pense que le président Bala Sakandé, que je respecte, a été mal inspiré sur cette sortie. Personne au Burkina Faso ne souhaite l'apocalypse pour ce pays. C'est une nation commune, c'est une case commune, et nous devrons tous œuvrer à la préserver. Ce que nous avons demandé, à travers éventuellement des actions qui seront engagées, c'est un droit constitutionnel. L'article 7 de la Constitution, le droit de manifester. Ce que nous demandons, c'est d'inviter les responsables de cette nation à prendre leurs responsabilités. On a eu 274 000 km² comme superficie. Aujourd'hui, qui peut nous dire quelle est la véritable superficie du Burkina? Nous avons près de 1 500 000 déplacés internes qui vivent dans la misère. Nous avons près de 2000 écoles fermées, avec près de 400 000 élèves dans la nature. Nous avons près de 2000 morts. Vous voulez que nous restions passifs, silencieux et parler? En parlant, on vous érige comme les ennemis du peuple? Non. Le président Bala Sakandé, que je respecte, a été mal inspiré. Et moi, je dis, l'histoire des nations nous enseigne sur la relation de cause à effet. Et dans la relation de la cause à effet, les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'accord. Toute dernière question, avant de vous laisser partir. On va recevoir notre invité pour un débat avec le directeur général de Toura TV. Il y a certaines personnes qui disent que, on l'entend, qu'aujourd'hui, l'opposition n'est pas assez légitime pour demander la démission du chef de l'État. Ils estiment par exemple que vous, le président du MCR, vous n'avez pas pu être élu député dans votre propre fief. Ils estiment par exemple qu'au sein du CDP, dont le président est le patron de l'opposition politique, il y a des difficultés à ramener l'ordre dans sa propre formation politique. On sait que des jeunes du CDP menacent de demander aussi la démission du président Edi Komboigo. Alors, on s'est dit que si Edi Komboigo est incapable de ramener le calme dans sa propre formation politique, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour tout un pays? Que répondez-vous à toutes ces accusations d'illégitimité qu'on vous accorde? On ne se laissera pas distraire par ces genres d'allégations. Au-delà de ma formation politique, je suis citoyen, j'ai le droit de mener des réflexions sur la conduite des affaires de l'État. C'est un droit constitutionnel également. Et n'oublions pas le contexte dans lequel se sont tenues les élections dans notre pays. Nous sommes sortis, nous avons fait des déclarations, nous avons été invités à la retenue. Et dans un ultime dépassement de soi, nous avons fait appel au sens de la retenue et à la sagesse pour taire ces querelles. Si on doit s'appuyer sur les résultats électoraux dans le contexte de la tenue de cette élection, avec cette corruption généralisée, référez-vous à la sortie récente du RENLAC, sur les partis vainqueurs, ce sont les partis qui étaient les plus corrompus. Nous n'allons pas refaire ce débat. Mais si c'est cela qui doit donner la légitimité de parler au nom du peuple, je laisse l'histoire apprécier.
Alors, justement, vous m'étendez la perche. Nous allons passer notre prochain élément qui parle justement de corruption. L'Institut Free Afrique vient de jeter encore à la suite du Renlac un pavé dans la mare en pointant du doigt ce qu'il appelle la banalisation du phénomène. Plusieurs dossiers emblématiques ont été cités en exemple pour expliquer cette position et les graves conséquences qui en découlent. C'était au cours d'un panel. On regarde et puis on revient. Burkina Faso, la corruption, le problème. C'est le thème de ce panel ici à l'Institut Free Afrique. Les panélistes passent au peigne fin les rouages de la pratique de la corruption. Tous sont unanimes, le phénomène connaît une banalisation aujourd'hui. Il y a brûlé le feu policier, donc vous voyez, chaque fois quand vous regardez autour des feux et autres, les policiers sont là. Il y a des motos qui sont garées et vous avez un attroupement. Comme un marché. Voilà. Et chacun, on dit, il faut aller voir le chef. Le chef, il est derrière le caïcédra. Et pour le docteur Rassablega Ouedraogo, cette banalisation de la corruption met en danger le pays dans ce contexte de crise sécuritaire. Comment vous pouvez imaginer que les terroristes renouvellent leur financement s'il n'y a pas de la fraude sur l'or, comme ça se passe aujourd'hui à l'Est? Les terroristes financent leur activité à partir des trous d'exploitation artisanale d'or qu'ils ont également. Donc c'est pour indiquer que, c'est pour ça que nous avons dit que c'est le problème majeur. Ce fléau constitue également un facteur qui met à mal la cohésion sociale, selon le contrôleur général d'État, le professeur Luc Marus Ibriga. Elle crée des injustices. Et quand elle crée des injustices, elle agrandit la fracture sociale. Pour tirer la sonnette d'alarme, les conférenciers s'appuient sur des dossiers emblématiques comme l'affaire du concours frauduleux de la CNSS qui a vu l'emprisonnement de certains acteurs. La cour d'appel, alors qu'ils purgeaient seulement il y a 4 mois ces peines-là, leur donne la liberté provisoire. Et dès que cela a été fait, ils ont débouché à la caisse pour dire qu'ils veulent reprendre leur boulot. Vous voyez, ce n'est pas du cinéma, hein, c'est de la réalité. Il y a aussi la douane burkinabé, où l'histoire semble se répéter après celle de 2012, avec l'affaire Guiraud, du nom du patron de la douane de l'époque. L'affaire a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire pas grand-chose. On n'avait pas la loi anticorruption, on n'avait pas tout cela. Et puis, il y a quelques années, il y a quelques mois, voire quelques semaines, son directeur général adjoint de l'époque, de 2012, qui est aujourd'hui encore directeur général adjoint de la douane, on le découvre avec un patrimoine immobilier qui, semble-t-il, n'est pas exclusif, de 1,5 milliard. Et l'affaire est en discussion, mais jusqu'à preuve de contraire, on ne l'a pas suspendu. Il est toujours directeur général adjoint de la douane. Donc c'est pour expliquer qu'il y a des choses sur lesquelles c'est par le haut qu'on peut agir et c'est par le haut que le mauvais exemple est donné. C'est pourquoi les animateurs du panel préconisent l'exemplarité par le sommet pour vaincre ce phénomène. Ils invitent le pouvoir en place à actionner la mise en œuvre de la loi anticorruption votée sous la transition, notamment sur le délit d'apparence ainsi que la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Voilà, retour sur ce plateau. Nous venons de dire au revoir à Tahirou Barry. Et maintenant, place à notre deuxième invité, M. Mohamed Koutiebou. Il est le directeur commercial et marketing de la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, bonsoir M. Dapa. Voilà, vous êtes là pour une sorte de débat entre l'UBES TV, c'est-à-dire l'Union burkinabé des éditeurs de services de télévision privés, et la SBT sur la question de la redevance. On parle de 88 millions de francs CFA au bas mot sur un an. Peut-être que j'exagère, mais vous allez donner les détails tout à l'heure. Mais d'abord, avant d'entamer ce débat, rapidement une réaction sur ces affaires de corruption dont on vient de voir les images. Vous savez que la corruption touche toute la société. C'est donc important que vous ayez peut-être un avis là-dessus. Ok, merci. Moi, je vais faire juste un rapport entre cette corruption dans ce panel qui était organisé sur la corruption et le précédent sujet sur lequel on abordait, qui était la question sécuritaire. C'est ça. Vous vous souviendrez que le ministre, un des anciens ministres de la Défense, a été débarqué au lendemain de l'organisation de
du 11 décembre dans sa région parce qu'on aurait découvert une villa cossue et tout. Mais est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il est devenu? On a débarqué, puis c'est fini. Suite est fait. Vous comprenez? Mais il gérait l'armée. Il a pu construire ça. Ça donnait quoi? Donc, lorsqu'on prend de gros morceaux comme ça, et puis bon, on dit non, en fait, quand vous échangez aussi avec lui, non, laissez, les médias, ils vont parler 2 jours, bon, faites-vous oublier, et après, bon, l'affaire là reste comme ça. Et puis, en fait, ils ne gagnent pas l'usure. Et comme nous, en tant que, quand je dis nous, je vais parler des médias, on est pris dans le feu de l'actualité. Bon, il y a autre sujet qui arrive, et puis bon, on en débat. Bah, aujourd'hui, on parle des attaques là, terroristes. Bon, on est tous focus sur ça. Bon, on va oublier peut-être le rapport de Renlac, voilà, qui épingle les gens sur l'affaire de la corruption. On a apprécié quand l'ASE-LC avec les autres forces de défense et de sécurité qui ont mis le grappin sur les contrebandiers du carburant. Mais jusqu'aujourd'hui, ou peut-être que nous on est un peu pressés, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'était un feu de paille. C'est venu boum, et puis après, bon. Il faut dire sur ce problème que peut-être que la justice suit son cours. On aura de toutes les manières le résultat des enquêtes plus tard. En tout cas, le cours de la justice, ça, c'est un cours. On dit que parfois la vitesse de la justice est différente de ce que le commun des mortels espère. Mais ailleurs, c'est pas comme ça, quoi, en fait. C'est juste qu'ils ont fait comme Mohamed, rapidement cette question et puis on passe à notre débat. Oui, je n'en dirai pas plus que M. Ilmaleh, mais voilà, c'est un véritable cancer, la corruption, et qui plombe les perspectives de toute une nation. Okay, c'est un cancer qui ronge notre société et qui compromet même le présent et même l'avenir. Comment se projeter? Et je suis d'avis avec lui qu'après certaines actions d'éclat, qu'est-ce qu'on fait? Une autre information, il y a l'actualité qui est là. Nous sommes sur tous les fronts et on oublie. Et donc, c'est tout comme si, fais-le, de toute façon, on en parle 2 jours et puis après, voilà, et les Burkinabés vont oublier. Voilà, merci. Et pour être complet sur ce sujet concernant la corruption, on ne va pas montrer l'élément, mais on va donner quelques informations sur l'élément. C'était le Renlac, vous le disiez il y a un instant, qui avait commencé la semaine avec des informations. Le Renlac a même fait un classement sur les institutions étatiques les plus corrompues. Le RENLAC, c'est le Réseau national de lutte anticorruption, qui dit qu'en termes de corruption, premier, c'est la police municipale, deuxième, c'est la police nationale, et puis troisième, les douanes. C'est le trio de tête des structures étatiques les plus corrompues, sur un rapport 2020 du RENLAC. Ça donne quand même à réfléchir sur ce phénomène au sein de la société. On ne passera pas l'élément, on va passer directement, le temps nous manque, au débat de ce soir. C'est la question de la redevance, TNT. Alors, monsieur Mohamed Koutiébou, je voudrais qu'on fasse rapidement un peu de pédagogie, parce que nos téléspectateurs entendent souvent SBT, TNT, redevance, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Comment tout cela fonctionne? Expliquez-nous rapidement pour que le téléspectateur puisse comprendre ce que ça signifie. Merci bien de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la question. La SBT, c'est l'opérateur public qui a mis en œuvre la télévision numérique terrestre dans le cadre de la migration de la télévision analogique qui avait cours avant vers la télévision numérique de terre. Cette décision, ce n'est pas le Burkina seul, c'est l'Union internationale des télécommunications qui a fait des recommandations et qui a invité tous les États membres à aller vers la télévision. Il y a eu la conférence de Genève en 2006, je crois, pour les pays de notre région, les pays africains. Voilà, donc où il a été décidé, des engagements ont été pris pour que nos pays migrent de l'analogique au numérique. Donc la SBT a été créée et c'est l'organe public qui a sous forme d'une société d'État qui a mis en œuvre donc la télévision numérique terrestre TNT. Alors, il faut savoir qu'avec la mise en œuvre de la TNT, les chaînes de télévision, qui sont maintenant des éditeurs de services TV, qui avaient avant en charge la production de leur contenu et la diffusion de leurs programmes, n'ont plus cette charge-là. Avec la TNT, la loi a séparé les activités d'édition et de diffusion. Donc, les éditeurs de services, qui sont les chaînes de télé, ne sont en charge que de la production de leur contenu, leurs programmes. Ça peut être des programmes qu'ils ont produits, qu'ils ont coproduits ou achetés. Comme celui-là, par exemple. Comme celui-là, par exemple. Maintenant, la diffusion, ça, c'est le rôle de la SBT, Société Burkinabé de télédiffusion, qui collecte les programmes, c'est-à-dire, comme l'émission en cours, nous avons des équipements ici qui collectent vos programmes, qui les rapatrient
dans nos centres de multiplexage et via un réseau de stations de diffusion terrestres, fait en sorte que les ménages reçoivent l'émission. Donc, il faut noter que c'est l'une des parties aussi les plus essentielles. Voilà, donc voilà rapidement résumé. Et ça a un coût. Voilà pourquoi, évidemment. C'est la question que je voulais poser. Il y a un coût. Et c'est ce coût-là qui est la redevance de diffusion. Et c'est par arrêté interministériel que ce coût est fixé. Il faut savoir que pour le passage à la télévision analogique, de la télévision analogique à la télévision numérique, il y a un comité de pilotage de cette migration qui a été mis en place, donc présidé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui regarde donc toutes ces questions et qui prend les décisions en ce sens. Ça a un coût. Aujourd'hui, combien ça coûte, cette redevance TNT? À ce jour, pour la diffusion nationale, c'est-à-dire pour celui qui veut couvrir tout le Burkina Faso, voilà, ça coûte 75 millions hors TVA. Et avec TVA, la possibilité, 87 millions 500. Donc, 88 millions, voilà. 88 millions environ, Mais j'aime bien m'exprimer hors TVA, parce que c'est vrai que depuis que la TVA existe, il n'y a pas eu de fluctuation. Mais c'est toujours mieux, je suis plus à l'aise hors TVA, parce que d'ici là, ça peut fluctuer en hausse ou en baisse. Mais ça. Déjà, voilà, on s'accorde sur... Ça serait le directeur commercial, ça. Voilà, hors TVA. Alors, à côté de la couverture nationale, qui en plus permet à nos médias d'être vus, au-delà, via le satellite, au-delà du Burkina, il y a la couverture régionale du centre et du plateau central, que nous appelons couverture régionale A, avec son coût, qui fait 40 millions hors TVA. Et il y a la couverture régionale des hauts bassins, pour les télé-régionales hauts bassins, qui fait 20 millions. Il y a d'autres couvertures. La couverture C, qui fait 12 millions, et D, pour les villes secondaires, qui fait 6 millions là. Alors, c'est 88 millions. Avec possibilité de payer mensuellement. Ah, d'accord. Voilà. C'est pas une somme ça a fait fruit de nos échanges avec nos partenaires qui sont les éditeurs du service. Une question d'abord, avant de donner la parole à Irmalé. Est-ce qu'avant de fixer ces coûts, ces différents coûts de redevance de la TNT, est-ce que vous les avez fixés au terme peut-être de concertation avec les acteurs de production de ces programmes de télévision? Et je vous remercie encore. Il n'y a pas eu de concertation directe avec les acteurs. Mais il y a que les acteurs se sont regroupés en union et ils ont fait parvenir au ministre en charge justement de la communication des médias toutes leurs propositions, toutes leurs préoccupations, en charge au ministre qui a reversé cela au comité de pilotage puisqu'il est membre statutaire. Donc ça a été pris en compte, ça a même suscité des études complémentaires et même que le comité de pilotage a reçu le plaidoyer de l'UBS TV. Il faut savoir que la session du comité qui a arrêté définitivement le coût de 75 millions, ce jour-là, je crois bien que M. Irmalé était là avec le président de l'UBS TV et ils ont échangé. Et après que ce soit retiré, que les membres statutaires, au regard de tous les arguments qui ont été posés, ont arrêté le prix d'accompagnement à 75 millions hors TVA. Pourquoi je dis d'accompagnement? Parce que le coût réel du service est beaucoup plus élevé. Et le gouvernement, du moins, est conscient de la contribution des médias pour la réalisation du service public, d'informer la population, de faire la promotion culturelle. Notre vivre ensemble a pris sur lui, puisque la vision était que la réception est gratuite, c'est-à-dire les ménages ne payent pas pour suivre, ce ne sont pas des chaînes à péage, pour suivre la télé. Le gouvernement a pris en compte tout cela et essayé de prendre et a également considéré leurs difficultés et a fixé le prix. Vous dites que c'est un prix d'accompagnement. Est-ce que, Irmalé, vous direz la même chose? Non, je ne dirais pas la même chose, monsieur Hervé. Je ne dirais pas la même chose et j'estime qu'il y a eu une erreur d'appréciation même depuis le début du projet. Laquelle? La TNT. C'est-à-dire le modèle économique. Alors, la TNT, on n'avait pas le choix. Ni l'État, ni les éditeurs que nous sommes n'avions le choix. On devait y aller parce que c'est des fréquences qu'on utilise. Ici, si BF1 utilise émet, BF1 utilise une fréquence. Donc, s'il y a 17 chaînes de télévision qui émettent, il y a 17 fréquences à donner. Mais cette fois-ci, il y a eu un gain avec la TNT. C'est que les 17 chaînes de télévision utilisent une seule fréquence. Donc, on dégage quand même un capital intéressant en termes de fréquences. Et ces fréquences-là sont reportées pour les téléphonies mobiles, pour faire la 4G, la 5G et autres. Donc, ils sont aussi bénéficiaires de cet avènement. Pourquoi vous trouvez que le prix est trop élevé, la redevance? C'est par rapport à nos réalités du terrain. C'est trop élevé.
on dit, mais c'était fixé sur quelle base? Mais lorsqu'on échange avec les partenaires, on se rend compte que même c'est un prix d'abord de 400 millions qui avait été annoncé au départ pour descendre à 200 millions. Et puis maintenant, ils disent qu'ils ont atterri à 75 millions. J'ai dit, mais attends, c'est vous qui jouez la musique, c'est vous qui dansez. Même 400 millions, quand c'était fixé sur quelle base? Vous avez les bilans financiers des médias. À l'époque, il y a beaucoup de chaînes qui n'étaient pas encore montées. Il y avait quelques-uns, il y avait quelques-unes plutôt. Mais il y avait BFM. Il faut connaître la réalité. 400 millions en dehors de... C'est que vous payez les autres taxes. Hein. Voilà, vous payez les impôts et tout. Mais on dit qu'il faut venir donner 400 millions parce qu'ils ont investi de l'argent. On dit non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que l'État a construit un hôpital que le coût de la consultation change. On augmente ça pour le patient. On dit non. Mais on est conscient que c'est un investissement. Il faut que nous, on contribue. Et donc, on propose en tant qu'éditeur de payer 3 millions par mois, ce qui va nous donner 36 millions l'an au lieu de 88 millions 500. Et donc, c'est sur ce point-là qu'on ne s'entend pas. On dit ça, c'est supportable pour nous. Mais je vous dirai plutôt après pourquoi on propose ce montant-là. 36 millions par an, c'est trop, c'est peu pour la SBT? Remarquez déjà que, comme il a dit, 400 millions, mais c'était 350 millions au départ. Et comme il nous a fait descendre et atterrir à 75 millions hors TVA. Des francs CFA. C'est déjà un gros effort consenti par le gouvernement, de 350 à 75 millions. Ce qui veut dire que la SBT a des charges incompressibles. Des charges incompressibles, que ces charges d'exploitation, c'est autour de 3 milliards. Donc, il faut bien que nos amis des médias, nous existons pour eux et nous travaillons tous les jours ensemble, qu'ils fassent un effort parce que jusqu'à preuve du contraire, l'arrêté interministériel a défini définitivement les coûts de la redevance de diffusion. Ça a pris 2 ans de négociations et nous avons commencé la facturation depuis l'année 2020. Et il faut noter aussi que au regard de la pandémie que nous avons tous subie, qu'il fallait faire face, les médias en termes de mesures d'accompagnement ont bénéficié de 50% de réduction. Ce qui ramène pas loin des 36 millions, mais autour de 37 millions 500. Mais même ça, nous ne l'avons pas eu. Ah bon? Oui, la majorité, jusqu'à présent, la majorité des chaînes qui sont concernées par la décision que nous envisageons de prendre le 23 novembre n'ont payé qu'une seule fois. C'est encore une histoire d'ultimatum? Oui, c'est l'ultimatum, mais voilà. On espère que au soir du... Oui, vous disiez que les chaînes de télévision qui sont concernées, c'est... N'ont payé que 3 millions une seule fois. J'aurais pu avoir, comme je le dis, bonne foi agissante, quitte à continuer à nous payer 3 millions et que nous on dise, mais écoutez, le prix convenu, ce n'est pas cela et que chaque mois, mais non. Nous éditons les factures mensuellement. Il n'y a rien. On les invite, on écrit, nos partenaires ne nous répondent même pas. On leur demande de venir, ne serait-ce que nous faire des échéanciers de paiement. Rien. Il y a des moments où nous levons le plancher parce qu'ils arrivent en échange. Ils nous disent qu'ils sont en concertation. Bientôt, cela va porter. Ils vont être reçus par qui de droit. On lève un peu le pied, mais après, rien ne vient sur des mois. Jusqu'à ce que vous sortez la chicotte? Non, nous sommes dos au mur. C'est parce que nous sommes face à vraiment... c'est une situation très inconfortable. C'est cas de force majeure. On ne peut plus faire autrement que de procéder à la sanction. Non, pas à la sanction, mais au recouvrement. S'il n'y a pas de recouvrement, la sanction tombe. Je ne vais pas appeler ça sanction, mais c'est une mesure. Je voulais que vous demandiez à la SBT, là, le 23, parce qu'on nous traite de mauvais payeurs. Sur le 23, on n'a pas... Parce qu'ils ils disent qu'ils n'ont plus rien dans la caisse. Mais sur le 23, ils nous enlèvent le signal. C'est pour autant que l'argent va venir dans les caisses. Question? Je ne sais pas. Mais non, nous, on dit... répond rapidement. J'ai foi qu'au soir du 23, l'argent va rentrer dans la caisse. J'ai foi. Allez, continuez. Et même si l'argent n'entre pas dans la caisse de la part des 9 éditeurs qui sont concernés, certains vont agir. Et ensuite, cela permettra aussi à d'autres de revoir un peu leur politique, parce que quand on n'a pas les moyens de ça, politique, il faut s'ajuster. Voilà, comme je dis tantôt, il y a une option nationale. Il y a des options de région au choix. Donc, tout le monde est allé sur l'option nationale et je pense qu'ils ne sont pas, pour le moment, tous logés à la même enseigne. Certains auraient pu ajuster un peu leurs ambitions et plus tard aller graduellement. C'était même notre souhait pour avoir des chaînes plus fortes. Non, en fait, il faut dire une chose. Nous, on a dit à la SBT, vos 3 milliards de charges, là, ce n'est pas nous qui allons supporter ça.
Et même si les 17 chaînes de télévision que nous sommes payons les 88 millions là, ça ne couvre même pas leurs dépenses. Et ce gap-là, ils en font comment? Élément de réponse. Élément de réponse rapidement. Et puis puisque les 3 milliards de charges, l'État a pris sur lui, l'État, le gouvernement, pris sur lui les 2 milliards. Et demande à l'ensemble des éditeurs de services donc, de contribuer à hauteur de 1 milliard. Toutes les télévisions à hauteur de 1 milliard. 1 milliard. Il était attendu d'elle l'an passé, 1 milliard 47 et quelques. Cette année, 1 milliard 100 et quelques. Voilà. Mali, continuez votre exposé. Mais justement, nous, on est en train de contribuer. Nous, on dit, si vous êtes d'accord pour les 3 millions, on y va. Ça fait 36 millions, les choses là. Mais pourquoi nous-mêmes, on propose ça? Parce que la SBT, c'est un transporteur de signal d'un point A à un point B. Tout comme il y a d'autres opérateurs aussi qui transportent le signal de ces mêmes chaînes de télé d'un point A à un point B. Et c'est le même montant qu'on paie pratiquement pour les chaînes qui viennent de commencer. Et lorsque vous commencez, au fil du temps, selon que vos programmes soient intéressants, ce n'est plus vous qui payez à cet éditeur-là. C'est l'éditeur maintenant qui vous reverse quelque chose. Il y a aussi l'échange de marchandises qui se pratique entre cet éditeur et les chaînes de télé. Et donc, on a dit, et cet éditeur-là, quand vous regardez, c'est Canal+, pour ne pas le citer, mais il couvre le Burkina, il couvre l'Afrique, il couvre une partie de l'Europe. Vous avez la SBT, et la Canal+ vous fait ça à 36 millions. Vous avez la SBT qui couvre rien que le Burkina et qui vous dit 88 millions. De façon schématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un transporteur qui dit il va vous amener de Ouaga à Bobo. Et ça, c'est Canal+. Qui dit, bon, vous avez payé 5 000 francs. Et la SBT vient dire, bon, moi, je vous amène de Ouaga, mais je n'arrive même pas à Bobo. Je vous dépose à Boromo, vous payez 9 000 francs. Et puis, ils veulent que nous, on accepte. On dit, non, ce n'est pas possible. On dit, non, ce n'est pas tenable. Vous ne couvrez pas. Quand il dit, par exemple, on peut aller aux options régionales, mais il a dit ici, c'est l'État qui a voulu que le téléspectateur ne puisse pas casquer quelque chose pour pouvoir avoir accès au bouquet. Mais pourquoi l'État fait ça? Mais c'est pour informer les gens. Mais nous aussi, on a l'ambition d'être au plan national. On ne va pas rester au régional. Ça, on l'a fait avec à l'époque, quand c'était l'analogie. Mais quand c'est l'analogie, que ce soit BF1, que ce soit Canal 3 à l'époque, c'était Ouaga, c'était Bobo. Les autres, il fallait aller sur un autre bouquet pour avoir ces chaînes de télé. Sinon, sur les deux autres, c'était ça. Et à l'époque, là, ils ne payaient même pas. Ils ne payaient pas. Il y a encore les factures. Ça tourne de 4-5 millions si c'est cher. Pour les deux villes. Et en réalité, sur ces deux villes-là, si vous voulez, c'est là-bas qu'il y a le gain commercial. C'est là-bas que les télévisions font les affaires. Sinon, il y a combien d'événements à Manga, il y a combien d'événements à Banforé, il y a combien d'événements qui sont rentables pour les télévisions. Il n'y en a pas, c'est Ouagadougou. Peut-être que le revers de la médaille de ce que vous venez de dire, quand vous parliez de l'autre diffuseur, c'est que c'est un diffuseur étranger et qu'à tout moment, s'il décide de couper le signal, eh bien, ça sera un blackout total. Et c'est ça, on ne veut pas arriver à ça. Et donc, voilà pourquoi on dit, mais il faut calquer. En fait, il y a un qui vous a dévancé sur le terrain, il faut voir les prix qu'il pratique pour arrimer vos prix à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est juste, 36 millions, 75 millions. C'est une belle proposition, oui. Mais n'ont pas le même économie que cet opérateur. C'est ça. Rappelons que lui, ces chaînes sont à péage. Il faut payer, donc il récupère de l'argent. Ah oui. Voilà, ah oui. Et qu'il a un marché qui va au-delà du Burkina. Économie d'échelle. Alors que vous, qui va au-delà du Burkina. Les téléspectateurs ne payent rien. Des chaînes à péage, mais avec un marché continental. Donc du coup, ça peut lui permettre de, à droite, récupérer peut-être des milliards et puis auprès des éditeurs, leur dire de payer 3 millions. Ensuite, j'ai aimé, parce que je sais que ce n'est pas un lapsus, il a appelé tantôt éditeur, tantôt opérateur, finir par dire son nom. Mais oui, puisque la loi même au Burkina a séparé les activités d'édition et de transport et de programme. Alors pourquoi ce dernier est tantôt éditeur, tantôt opérateur? Canal+, pour ne pas citer son nom. Donc, du coup, mais nous sommes une société d'État, on ne peut que respecter la réglementation. On ne peut pas jouer à ce jeu tant qu'on n'est pas autorisé. Il viole la loi. Il viole la loi sous vos yeux. J'expose les faits. Moi, j'expose les faits. Est-ce que vous parlez de concurrence? Et il y a les directives de l'UEMOA qui vont aussi dans ce sens. Renseignez-vous, on ne peut pas, dans notre espace, être à la fois éditeur, opérateur. Est-ce que vous êtes en train de parler d'une concurrence déloyale entre Canal+ et la SBT, par exemple? Non, juste que je présente les choses, mais je reviens au modèle économique seulement.
lui, ces chaînes sont à péage. L'État a choisi que les chaînes soient à réception gratuite, en clair. Et l'État assume cela. Pourquoi vous avez peur de dire que Canal+, par exemple, fait de la concurrence déloyale parce qu'il ne respecte pas la règle? Il faut le dire. Je ne le dis pas, je présente des faits. Oui, je suis là pour expliquer les choses, abonder, revenir à notre TNT. Je lui explique le modèle qui me demande de copier. Ce n'est pas notre modèle. On ne peut pas le faire parce que nous sommes des chaînes en clair. Les téléspectateurs veulent savoir si Canal+ est dans une position de concurrence déloyale, il faut le dire. Je n'ai pas étudié la question. Non, c'est juste une analyse que je regarde. Je ne connais pas au fond son dossier, ni quel est son cahier de charge au Burkina. Je dis seulement que de ce que je sais, voici les choses. Maintenant, peut-être que ça peut être un sujet pour vous. Des voix plus autorisées pourront davantage éclairer le téléspectateur. Il faudrait que vous acceptiez de parler aussi. Oui, je voudrais dire, par exemple, l'État a décidé que les chaînes, on a largement débordé. Les chaînes de TNT ne soient pas payantes. Soit. Mais ça, c'est pour recevoir le signal. Mais en même temps, les bouquets, si la SBT avait ses propres bouquets, mais on pouvait mettre des bouquets pour la connexion Internet. On peut mettre des bouquets pour le taux d'audience, calculer le taux d'audience, par exemple cette émission qu'on est en train de faire. Et c'est un véritable problème parce qu'on n'arrive pas à mesurer les taux d'audience. On a fait toutes ces propositions pour donner à la SBT, pour dire, voici comment. Mais Dieu merci, au dernier conseil des ministres, puisque cette semaine il n'y a pas eu de conseil des ministres, donc, ils nous ont donné raison. L'État a dit à la SBT de revoir son modèle économique. Ce n'est pas un modèle économique. Mais on espère que cette fois-ci, nous serons associés, nous serons partie prenante des débats pour sortir le modèle économique qui convient à la SBT. Parce que si on venait à couper le signal le 23, et ça, je me demande quels sont un peu les objectifs des gens de la SBT, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et la guerre aussi, il y a la guerre de communication. Donc, si c'est ça qu'ils veulent... Vous allez couper le signal au-delà du 23? Au-delà du 23, ceux qui n'auront pas pris un engagement ferme à honorer leurs factures dorénavant, ceux qui n'auraient pas payé au moins 5 factures d'arriérés, parce qu'il y en a qui, depuis 2020, n'ont payé que la moitié d'une facture. Ceux qui n'ont pas payé au moins 20 factures d'arriérés, eh bien, ils seront coupés. Voilà. Tout simplement parce que la SBT est face à des charges incompressibles. On n'a pas le choix, ce n'est pas un autre objectif. Nous exécutons. Il y a un arrêté interministériel qui a arrêté le cours. Nous avons, depuis 2020, on a été assez conciliants, on s'est compris, on a échangé. Et il y a même pas 2 mois, on leur demandait seulement, on les a écrits aux éditeurs pour leur demander uniquement de régler une seule facture, celle du mois en cours, et de nous proposer un échéancier. Ils ne vous ont pas répondu? Aucune réponse. Non. Tel que présenté, non, ce n'est pas ça. En fait, il n'y a pas eu de dialogue pendant les 2 ans dont ils parlent. Enfin, il y a eu un monologue. Oui, mais où ils sont dans leur coin, ils parlent, nous on vient dans leur coin. Parce que quand il a dit les 3 millions dont il a parlé tantôt, là, qu'on a réussi à payer entre-temps, mais c'était dû à quoi? À l'époque, le ministre de la Communication avait dit, puisque nous on décrit le modèle économique, il dit, bon, écoutez, payez quelque chose pour montrer votre bonne foi. Et j'ouvre les débats au niveau du comité. Parce qu'en réalité, c'est le comité. Parce que la SBT dit non, ce n'est pas elle. C'est le comité de pilotage qui est coiffé par le Premier ministre. Donc, il faut qu'on ouvre le débat et puis on aille préciser. Parce que je vais vous rappeler que quand nous, on a été à la dernière réunion du comité où ils ont vraiment validé, c'est une façon de nous faire adouber l'affaire. Et le Premier ministre, qui apparemment ne savait pas que les 75 millions s'étaient achetés. Et on lui a fait savoir que non, ce qui s'est acheté. Il demande à la ministre délégué, mais c'est acheté. Il dit oui, quand les économistes ils parlent à acheter. Il dit non, mais il faut faire son TTC. Il dit, Excellence, on va créer un précédent. Bon, il s'est rétracté. Il a laissé faire. C'est les financiers. Donc, on est dans cette situation. Mais nous, on pense, nous, on n'est pas mauvais payeurs, comme il veut nous faire passer. On veut payer. Avant le 23, là, novembre, on va payer les 3 millions. Là, on est en train de finir. Donc, j'aimerais juste, encore une fois, inviter mes chers partenaires, justement, à passer, conformément aux exigences de la SBT, passer à la caisse, parce qu'au-delà de nos différentes fonctions, nous sommes tous pour la promotion de la culture, nous savons ce qu'ils font, et on espère que d'ici le 23, quelque chose sera fait et qu'ils vont agir en ce sens, que voilà, on va continuer à suivre les programmes que nous aimons tant. Merci beaucoup. Vous voulez qu'ils montrent la volonté j'envoie le chèque de 3 millions déjà. D'accord, merci d'être venu. 36 millions, 75 millions, je pense que
des efforts de part et d'autre, on pourra trouver le juste milieu, même s'il y a eu un décret qui a été pris en Conseil des ministres. On peut toujours essayer de voir, parce qu'il s'agit de culture, des chaînes de télévision. C'est vrai, on comprend les deux structures. La SBT doit vivre, elle a besoin de moyens financiers, mais il ne faut pas aussi asphyxier les chaînes de télévision qui ont aussi des charges énormes, qui emploient aussi des travailleurs qui aussi doivent vivre. Je pense qu'il y a moyen de s'entendre pour que chaque structure puisse trouver son compte. Merci d'être venu. Et c'est la fin de ce débat, en même temps la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et puis merci encore une fois, chers téléspectateurs, de votre fidélité tout au long de cette semaine, disons, de ce mois. Merci encore d'être restés jusqu'à cette heure tardive. Bonsoir, au revoir, bon début de semaine. Et puis Dieu vous garde.